Salut. Apparemment, c'est bon pour le direct. C'est ça, on est en direct. Super. Eh bien, Cédric, ça vous va si on démarre? Ah ben oui, très bien. Un petit mot bienvenue aux ordi spectateurs et ordi spectatrices qui nous rejoignent pour ce deuxième apéro éco. Vanessa, bonjour, bienvenue. Eh bien, mon cher Olivier, cher Cédric, bonsoir. Bonsoir à nos ordi spectateurs et ordi spectatrices. Et nous sommes très heureux de vous retrouver pour notre série d'apéros. Et ce soir, c'est l'apéro éco de Cédric Fuentes. Et je crois qu'on peut lancer le top générique. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Confinage TV. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième édition de l'apéro éco. Cédric Fuentes, je suis ravi de vous retrouver. Eh ben, de même. Je connais le nom de vos invités et j'ai hâte que vous nous les présentiez. Eh ben, merci Olivier et Vanessa et bonjour à toutes et à tous. Alors ce soir dans l'apéro éco, nous allons vous parler. Hop là, voilà, c'est bon, c'est à vous. Pardon. D'ubérisation. Donc ce soir dans l'apéro éco, on va vous parler d'ubérisation puisque le micro est réactivé, c'est bon? Ok. Puisque, comme vous l'avez sûrement vu, la crise donc liée à la Covid-19 a mis en lumière à quel point les chauffeurs Uber, livreurs Deliveroo et tous les autres travailleurs des applications d'ailleurs sont particulièrement précaires, n'étant pas salariés des entreprises qui les font travailler. Ces derniers n'ont pas accès aux droits de retrait, ne peuvent pas prétendre à des garanties financières en cas d'arrêt de travail. Bref, ils ne sont quasiment pas couverts sur les plans économiques et sociaux, mais aussi sanitaires, puisque les entreprises mères n'ont aucune obligation de mesures de protection ou de prévention envers ces travailleurs, puisqu'ils ne sont pas salariés précisément. Alors, rien de tout cela est nouveau cependant, et nombreux sont celles et ceux qui alertent depuis longtemps sur cette précarisation des conditions de travail au nom de l'emploi. Victoire pour eux d'ailleurs lorsque le 4 mars dernier, la Cour de cassation, donc la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire du pays, a rendu un arrêt requalifiant un contrat commercial d'un chauffeur Uber en contrat salarié. On va y revenir. Et cependant, cela ne règle pas toutes les questions. Et l'impact de ces plateformes sur le marché du travail, et donc sur nos conditions de travail, est loin d'être limité à de simples, entre guillemets, questions de statut. Et pour tenter d'éclaircir tout cela et proposer des solutions pour aller contre la précarisation croissante d'un certain nombre de travailleurs et de travailleuses, j'ai la chance aujourd'hui, ce soir, de pouvoir discuter avec Dominique Méda, donc professeure de sociologie à l'Université Paris-Dauphine, directrice du laboratoire IRISO et titulaire de la chaire écologie, travail et emploi à la FMSH. Vous avez en septembre dernier, avec Sarah Abdelnour, publié un ouvrage au PUF intitulé « Les nouveaux travailleurs des applis ». Bonjour à vous. Bonjour. Et en ligne avec nous également, Florian Forestier, vous êtes philosophe de formation et vous avez dirigé un ouvrage qui vient de sortir aux éditions du Faubourg, Désubériser, reprendre le contrôle, alors qui est pour le moment l'ouvrage disponible en format numérique sur le site des éditions du Faubourg, mais qui devrait être imprimé au mois de juin, après le déconfinement en somme. Bonjour à vous également. Bonjour à vous. Alors, si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on commence par définir ce terme d'ubérisation, puisqu'on l'entend un peu partout, il recouvre des faits et des réalités un peu différentes. Il n'est pas forcément clair de savoir ce que c'est et ce dont il s'agit, donc j'aimerais bien qu'on passe un tout petit peu de temps pour le définir. Peut-être, Dominique Méda, est-ce que je peux vous donner la parole pour commencer? Qu'est-ce qu'on entend généralement par ubérisation? Alors, on a eu la chance que le Robert, en 2017, nous a donné une définition, donc je la lis. Ubériser, c'est transformer un secteur d'activité avec un modèle économique innovant
tirant parti du numérique. Alors, c'est très neutre comme définition, ça se mouille pas trop. Mais évidemment, ce terme ubérisé est devenu un peu péjoratif dans le vocabulaire courant, puisqu'en fait, il s'agit on dit souvent que c'est synonyme de disruption, c'est-à-dire on a des plateformes numériques qui fondent sur des professions souvent réglementées et qui font exploser ces professions réglementées en organisant un lien direct entre l'offreur de services et le client. Et en même temps, donc on pourrait penser que c'est une forme de désintermédiation, mais en fait, on réinvente un intermédiaire qui a son application numérique et qui va prendre une commission sur cette rencontre qu'il organise entre les offreurs et les demandeurs de services. Donc l'intermédiaire, c'est la plateforme. Si on cite parmi les plus connus, Uber, Deliveroo, Etsy, etc., etc. Exactement, ubérisation venant en effet de Uber qui a fait des véhicules de tourisme, enfin des VTC, et puis maintenant beaucoup d'autres prestations. On voit Uber Eats beaucoup dans nos villes et on voit qu'ils essayent d'étendre la gamme des services justement qu'ils rendent. Et ce qui est intéressant dans cette définition, justement, et dans ce mot ubérisation, et Florian Forestier, vous le relevez dans votre ouvrage, c'est que pourtant Uber ne se met pas en place en proposant un service particulièrement différent et innovant. Oui, en fait, Dominique Méda a exactement donné la définition. En fait, je veux dire, l'ubérisation, il y a deux choses. Bon, d'une part, il y a la rencontre entre des secteurs traditionnels, des outils numériques et des modèles d'affaires anglo-saxons très agressifs, ce qui donne cette logique de transformation de chaîne de valeur. Et puis ensuite, il y a le fait que cette transformation se concentre dans certains secteurs, comme le transport de personnes, comme les livraisons, qui sont des secteurs à faible valeur ajoutée. Et en réalité, ce qu'on appelle en général ubérisation, c'est moins la disruption en général que la transformation dans ces secteurs-là. Et ce que ça a de particulier, c'est que dans ces secteurs-là, les nouveaux intermédiaires ont du mal à bénéficier des effets positifs de ce qu'on appelle les effets de réseau des autres grandes plateformes, et donc en réalité développent des modèles qui sont souvent des modèles de nivellement par le bas. Comme leur secteur est de faible valeur ajoutée, très souvent, leur seule variable d'ajustement en réalité, c'est le social, et derrière le mot ubérisation, ce qui se cache, c'est le contournement des réglementations sectorielles et voire certaines formes de dumping social. Donc en gros, pour rassembler un peu tout ce que vous venez de dire d'une autre manière. Lorsqu'on parle de baisser les coûts et de porter sur le social, pour faire simple, c'est baisser les salaires parce que sur l'activité en question, qui est souvent celle de la livraison, il n'y a pas vraiment moyen d'économiser ailleurs que sur le livreur et donc sa rémunération. Et c'est justement parmi les enjeux qu'il y a autour de l'ubérisation, ces transformations du secteur d'activité, c'est-à-dire que l'arrivée d'une plateforme dans un secteur d'activité est souvent une occasion ou un prétexte pour transformer le fonctionnement général du secteur en tant que tel, voire même d'en faire un nouvel espace de test pour penser à de nouvelles manières de gérer, de diminuer les coûts du travail. Dominique Méda, vous en parlez pas mal dans votre livre, donc je vais vous laisser sur ce point la parole. Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir comment tout ça est arrivé. Par exemple, prenons le cas des taxis et de Uber. On avait auparavant, au début des années 2000, on avait d'une part des taxis, donc une profession réglementée, et puis des chauffeurs qu'on appelait de grandes remises, qui étaient un autre métier. Et tous ces métiers avaient une réglementation particulière, il y avait des conditions, etc. Et puis, un peu après la commission Attali, en 2009, on a eu une forte dérégulation du secteur. C'est là qu'on a eu l'apparition des VTC, l'apparition d'Uber, et donc on a un marché qui, et c'était d'ailleurs désiré, puisqu'on se souvient que la commission Attali, ou des économistes comme par exemple Pierre Calu et Kramars dans un rapport qui dit les économistes, ils n'aiment pas du tout les rentes. Et donc, il y avait des rentes et il fallait absolument les casser. Et donc, on a une très forte dérégulation du système, l'installation de cette grande société, notamment Uber. Et l'idée, c'était de faire des prix très bas, de casser les prix, pour évidemment prendre le marché, et une fois que tous les autres ont été étouffés, évidemment, sans doute augmenter les prix. Donc, il y a eu des tas
c'est une grande aventure avec des tas de moments, hein, de dérégulation, puis de re-régulation, et parce qu'on a été obligé de re-réguler, parce que sinon les taxis étaient extrêmement mécontents quand même. Parce que vous voyez ce que ça consiste à faire, en fait, c'est vraiment une compétition très déloyale, puisque ça supprime en gros les réglementations qui encadraient les professions, et notamment la profession de grands remisiers. Et puis surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que comme on oblige les chauffeurs à prendre le statut d'auto-entrepreneur, ça permet aux plateformes de ne pas payer de cotisations sociales. Et donc, c'est vraiment l'organisation d'un véritable dumping. Voilà, et donc c'est le point clé autour duquel va centrer toute cette émission. C'est justement le fait que dans l'ubérisation, il y a souvent cette idée, enfin, il est le travailleur, donc celui qui offre sa force de travail, n'est pas salarié, donc n'est pas protégé par l'entreprise. Et il prend à sa charge la plupart des risques habituels, que ce soit les risques liés à l'investissement, puisque bon, là on parle de Uber, c'est pas forcément énorme, mais il y a d'autres types de plateformes dans lesquelles il faut un investissement, que ce soit de temps ou financier, y compris même si on pense aux freelances qui, eux, enfin, sur des secteurs où il faut une forte qualification, des designers par exemple peuvent avoir besoin de s'équiper avec un matériel qui coûte cher. Et il y a cette question de savoir comment est-ce qu'on peut assurer les risques que l'on prend, enfin, pardon, on voulait assurer les risques que l'on prenait au profit d'une certaine autonomie. C'était un peu le deal, c'est-à-dire on est auto-entrepreneur, mais de fait, on est plus autonome. Et cette autonomie, elle est en demi-teinte. Et Florian Forestier, c'est pareil, vous en parlez dans votre livre, on le voit, il y a une autonomie qui est désirée, mais qui n'est pas forcément là à l'arrivée. Alors, moi, sur cette question d'autonomie, je pense qu'il y a deux tendances. D'une part, il y a une tendance qui est assez ancienne, qui est une réflexion qui n'a pas attendu les plateformes sur un certain détournement de l'idée d'autonomie à partir d'un modèle néolibéral. Les plateformes, elles ajoutent quelque chose de nouveau, elles ajoutent de nouveaux modes d'organisation du travail qui passent par des algorithmes, par des affectations automatiques liées à des algorithmes, et c'est sans doute là qu'est vraiment le point clé de ces plateformes par rapport à la question de l'autonomie. Parce qu'un chauffeur Uber, par exemple, est extrêmement dépendant de l'algorithme de la plateforme. Il ne choisit pas son client, l'algorithme décide du prix, les modalités d'organisation de sa prestation sont faites par l'algorithme, mais c'est tout aussi le cas pour un freelance. Parce qu'on a tendance en général, et c'est faux, à opposer des plateformes qui seraient utilisées par des personnes qui ont peu de qualifications et des personnes utilisées par des personnes très qualifiées. En réalité, même des freelances très qualifiés, à partir du moment où ils ne maîtrisent absolument pas les conditions par lesquelles ils sont mis en relation avec leurs clients, à partir du moment où ils ne maîtrisent pas la façon, ne serait-ce que dont leur image est diffusée, ils sont dépendants de l'algorithme. Un freelance, par exemple, maintenant, d'une plateforme de freelance, peut être très, très dépendant d'une seule mauvaise note. C'est-à-dire que tout ce qui était avant la base, un des fondamentaux même de l'idée de travail, l'expérience accumulée, le signal de compétences qu'on envoie, etc., qui est quand même la base en tout cas du travail indépendant, à partir du moment où il y a cet écran de l'intermédiation algorithmique, ces fondamentaux-là sont brouillés. Vous voulez dire, en gros, c'est qu'avant, on pouvait présenter son CV et les compétences qu'on avait pour être mis en relation en allant nous-mêmes chercher les employeurs qu'on voulait avoir. Là, en gros, via les plateformes, on ne sait pas quelle ligne de notre CV, si jamais on a rentré un CV dans la plateforme, quelle ligne de nos compétences qu'on a données à la plateforme, l'algorithme va prendre pour nous mettre en contact. On ne sait pas comment on est mis en relation, en fait. Oui, et donc il y a une vraie question quand on parle alors, évidemment, il faudrait avoir toute une réflexion et toute une discussion sur cette idée même d'autonomie. Il y a une vraie question sur ce mode d'intermédiation. Parce qu'à partir du moment où il y a cette mise en relation qui n'est absolument pas maîtrisée, il y a évidemment, au contraire, une dépendance qui est beaucoup plus grande. Et on peut dire que les plateformes, vous avez certains types de plateformes qui sont organisées de telle façon qu'elles sont gérées par leurs utilisateurs, qu'il y a une certaine transparence, et donc elles sont là pour faire augmenter non seulement l'utilité collective, mais la liberté collective. Mais la plupart des plateformes, qu'elles soient utilisées par des personnes très qualifiées ou pas, elles mettent en place des modes de mise en relation
qui en réalité sont des modes de mise en relation très, très aliénants, qui instaurent des asymétries. Je pense que c'est ça d'ailleurs le point principal. Les plateformes, elles créent de nouvelles asymétries. Entre donc celui qui offre le travail, le travailleur, et celui qui distribue, entre guillemets, enfin qui met en relation le client et le travailleur, c'est-à-dire la plateforme. J'aimerais qu'on fasse le point pendant un temps. Dominique Méda, vous vouliez réagir, je vois votre main, je ne sais pas s'il y a un décalage. Oui. Allez. Non, je voulais revenir sur de flexibilité, c'est très important parce que c'est en général le discours que les plateformes... Non, ça ne va pas. Alors, Olivier, moi ça va, je vous entends, mais... Oui. Allez-y. Je voulais revenir sur l'histoire. Je voulais revenir sur l'histoire de la flexibilité en disant, mais ce n'est pas nous qui ne voulons pas salarier ces personnes, c'est ces personnes qui ont très, très envie de souplesse et de flexibilité et donc qui ne veulent pas du salariat qui est mené depuis une vingtaine d'années et selon laquelle le salariat, ça serait un truc trop lourd, trop rigide, qui empêcherait justement les souplesses, etc. Or, d'abord, c'est pas du tout certain que ces travailleurs ne veuillent pas du salariat. Souvent, ils savent pas très bien ce que c'est, et puis c'est pas leur vrai problème. Leur vrai problème, c'est d'avoir un revenu. Donc, il y a tout un discours qui a été récupéré, je dirais, de critique du salariat, qui a été utilisé et qui est très, très, très gênant, parce que bien sûr que le salariat permet de très grandes souplesses. Mais donc, c'est toujours l'argument, si vous regardez toute la littérature des plateformes, c'est toujours l'argument qui est mis en avant. Ah, mais c'est eux qui veulent. Et on a comme ça des mythes. On a un autre mythe qui est le mythe du partage. Les plateformes... Ça le fait qu'on rapprocherait donc ces plateformes avec l'économie sociale et solidaire. C'est ça, et ça serait formidable parce que ça mettrait les consommateurs et les producteurs tout de suite en lien. Bref, ça serait une économie du partage, sharing économie, et ça serait... Donc, on a comme ça toute une série de promesses qui ont été faites par ces plateformes et qui se révèlent, quand on gratte un peu, se révèlent complètement non tenues et sans doute non tenables. Dans ces promesses, si elles fonctionnent et si on a souvent ce discours qui est constaté et qui est réel, il y a des sociologues qui ont mené des enquêtes, il y a un désir d'autonomie et un sentiment d'autonomie qui existe lorsqu'on est travailleur d'une plateforme. Mais si ce sentiment il existe, c'est parce qu'il y a un déni du travail et des différents types de travail au sein des plateformes. Par exemple, il y a énormément de temps qui n'est pas comptabilisé. Le temps d'attente lorsqu'on fait du micro-travail, c'est les travailleurs du clic, c'est Antonio Casilli, etc., qui vont travailler là-dessus. C'est cette idée, si on a une image qui arrive, vous savez, les captchas, etc., cliquez sur l'endroit où il y a des voitures sur l'image, etc. Il y a des gens qui sont payés à la tâche donc pour faire ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les images à analyser n'arrivent pas avec un temps bien paramétré. Il y en a une toutes les minutes, elles peuvent arriver toutes d'un coup. Il peut y avoir une pause pendant 1 heure. Pour autant, il faut être attentif dans cette heure-là. Donc, il y a des temps qui sont non comptabilisés et il y a un discours qui est aussi celui de l'activité comme étant plus importante que le travail. Tout ça, tous ces dénis du travail, enfin, toutes ces formes de déni du travail sont extrêmement importantes aussi, Dominique Méda, pour comprendre ce discours d'autonomie. Oui, il y a deux articles parce que le bouquin qu'on a coordonné avec Sarah Abdelnour contient plusieurs articles sur différentes plateformes. Et ce que vous dites, ça me fait penser à un article de Pauline Barraud de Lagerie et ses collègues sur Full Factory, donc une plateforme de micro-travail. C'est tout à fait ce que vous dites. C'est vraiment, on attend très, très, très longtemps et les rémunérations sont extrêmement faibles. Vous avez quelques personnes peut-être qui vont gagner de l'argent sur ces plateformes, mais la plupart des personnes gagnent très, très peu. Et il y a tout un discours qu'on retrouve aussi sur la plateforme Etsy, qui est étudiée par d'autres de mes collègues, l'idée que c'est pas grave que ça soit pas payé parce que c'est de la passion. Faites de votre passion. C'est une plateforme sur laquelle on vous dit au départ, vous adorez coudre, faites des petits sacs à main et vendez-les. Voilà. J'ai pris ce premier exemple, c'est celui qui est le plus évident, mais voilà, c'est créer quelque chose et vendez-le.
Voilà. Et l'Organisation internationale du travail a fait une grande enquête dans le monde entier sur les plateformes de micro-travail et s'est aperçue que la rémunération horaire, c'était autour de 3-4 $. Donc vraiment rien du tout, quoi. Donc voilà, là encore, on a un mythe, le mythe de la passion, de la reconnaissance des autres, de pouvoir montrer aux autres ce dont on est capable, et puis derrière, une sous-rémunération totale. Et Et d'ailleurs, ce type de plateforme aussi est requalifié en employeur de salariés. D'ailleurs, cette sous-rémunération, vous en parlez aussi dans votre livre, Florian Forestier, puisque vous évoquez un rapport qui a été remis au Premier ministre au mois de janvier, si je ne me trompe pas, qui nous dit qu'en France, un chauffeur Uber peut atteindre en moyenne 1 700 € net par mois, à condition qu'il fasse 60 heures par semaine et en plus, bien souvent, qu'il les fasse de nuit. Donc finalement, on est en dessous du SMIC horaire, y compris en France. C'était il y a quelques années, c'était le rapport de médiation, le rapport Rapoport. Maintenant, d'après ce qui remonte du terrain, les chiffres sont encore plus bas que ça. D'ailleurs, il y a toute une bataille sur la production de l'expertise. D'ailleurs, qui produit les chiffres? Il y a un vrai enjeu là-dessus, parce qu'il y a différentes études qui sortent et il faut s'assurer vraiment de la neutralité pour la production des études. Je voudrais revenir sur deux points. D'abord, pour revenir à mon histoire des algorithmes, parce que même sur la question de la rémunération, la question du fonctionnement des algorithmes est très, très importante, parce que on le voit d'ailleurs dès qu'on discute avec les représentants des collectifs sur ces différentes plateformes, même fixer un tarif minimum pour la course, pour la prestation, c'est très difficile tant qu'on ne maîtrise pas l'ensemble de la chaîne d'affectation, du temps d'attente, etc. Et donc, il y a vraiment un vrai enjeu de ce fonctionnement des algorithmes derrière. Et je pense que ça traverse, en réalité, cet enjeu est vraiment lié. Comment est-ce qu'on pourrait le réguler, cet enjeu, justement? En fait, comment est-ce qu'on a appris sur des algorithmes? Parce que ça nous semble, on ne sait pas vraiment ce que c'est un algorithme, d'abord. De manière générale, on imagine une suite de chiffres qui décident des trucs, mais on ne sait pas vraiment ce dont il s'agit. Comment est-ce qu'on peut avoir une emprise là-dessus? D'ailleurs, c'est même au-delà des algorithmes, mais les algorithmes sont un peu exemplaires de nouvelles relations de subordination, de nouvelles formes de subordination, de nouvelles formes d'autorité que les plateformes, entre autres, font apparaître. C'est pour ça, je vais répondre à votre question tout de suite, mais je voulais revenir sur ça d'abord, parce que dans toute cette idée de dévoiement, un peu de l'idée d'autonomie, ce dévoiement-là, il traverse autant le salariat que le non-salariat. Dans l'entreprise tout autant, dans la fonction publique tout autant, le discours de l'émancipation et de l'autonomie, il est utilisé de la même manière. Et par ailleurs, sur les plateformes, vous avez aussi un certain nombre de travailleurs qui sont déjà salariés, et de plus en plus, les statuts vont être amenés à cohabiter. En réalité, il n'y a pas que des travailleurs indépendants, il n'y a pas que des auto-entrepreneurs, il y a aussi des salariés. Avec les processus en requalification, il va y avoir de plus en plus de mélange. Je pense que ça va vraiment être amené à s'accroître. C'est pour ça que derrière, et toutes ces questions, toutes ces requalifications ou autres ne vont pas forcément régler cette question précise des algorithmes, parce que ça continuera à s'appliquer, que les travailleurs soient salariés ou pas. Maintenant, je vais répondre à votre question. Il y a plusieurs choses. D'une part, il y a une certaine transparence pour permettre de comprendre le fonctionnement même de l'algorithme. Donc une transparence de la part de la plateforme. Oui. Il y a déjà des choses dans ce genre-là qui ont été mises en place dans le cadre du RGPD. Il faudrait maintenant que ces questions-là soient plus seulement posées comme des questions liées aux non-discriminations, mais commencent à vraiment se poser en termes de droit du travail. Et donc, d'une part, il faut qu'il y ait des possibilités d'expertise et de contre-expertise en faveur des travailleurs des plateformes. Alors là, il y a plein de propositions qui ont été mises en place, d'avoir des centres experts, d'avoir soit des coalitions avec des groupes universitaires, ce qu'on a pu appeler des algorithmes syndicaux aussi. Et puis, ça c'est le troisième point, il est vraiment essentiel, il faut que ces algorithmes puissent devenir des objets de négociation. C'est-à-dire et pour qu'ils puissent devenir des objets de négociation, il faut que... il y ait des organes dans lesquels il peut y avoir des négociations, c'est-à-dire des syndicats, etc. Il faut, alors pas forcément des syndicats, mais il faut qu'un dialogue social, que les conditions d'un dialogue social équilibré, c'est la définition du dialogue social, puissent se mettre en place entre les travailleurs et les plateformes. Et justement, toute la difficulté, c'est qu'il faut mettre en place un dialogue social dans un cadre qui ne ressemble absolument pas au cadre classique. Donc, il y a toute une réinvention par expérimentation progressive à faire du dialogue social qui va permettre de poser ces questions-là et qui va permettre vraiment de créer les points de négociation et de créer les rapports de force sur ce genre de questions-là. Je vais vous donner un exemple très précis. Il y a beaucoup de chauffeurs Uber, par exemple,
qui se plaignent de la manière dont Uber, en annonçant toujours la possibilité d'une prochaine course, les incite à rester connectés. Ce mode d'incitation-là, ce n'est pas de l'autorité à proprement parler, mais c'est tout de même indirectement l'utilisation d'une certaine forme. La manière d'inciter à continuer, c'est ce qu'on appelle du nudge. Hein. L'exemple le plus connu, et c'est aussi le plus drôle, c'est la pissotière avec la petite mouche au centre qui permet, et on a constaté que ça fonctionnait, les hommes visent plus facilement la pissotière, le milieu de la pissotière, et les femmes de ménage et hommes de ménage ont moins de temps à passer pour nettoyer les sanitaires. C'est de l'incitation à un comportement qu'on ne voit pas. C'est ça le nudge, en gros. Et là où c'est extrêmement intéressant, c'est que vous avez beaucoup de revendications qui vont toucher ce genre de choses, en particulier chez les chauffeurs. Et en réalité, ce genre ce nudge, c'est aussi là dans les entreprises. Pour le moment, c'est un peu masqué par le salariat. Et finalement, on peut se dire que toutes les négociations qui ont lieu sur les plateformes, ça va aussi mettre en évidence des problèmes qui vont bien au-delà des plateformes, et ça va peut-être permettre de créer de nouveaux outils de dialogue social, de défense, de lutte contre, de rééquilibrage face à de nouvelles formes d'autorité en général. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire là, c'est que finalement, les problèmes que l'on constate au sein des travailleurs des plateformes, donc chez les travailleurs des plateformes, pourraient en fait nous permettre de réfléchir à une manière d'améliorer également ce qui se passe dans le salariat. Dominique Méda, je vous vois dodeliner. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Hein, et je voulais signaler une proposition de loi qui vient du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste du Sénat. S'il n'y avait pas eu le Covid, aurait été en discussion au Sénat là au mois d'avril, donc c'est vraiment dommage. Et c'est une proposition qui est vraiment extrêmement intéressante, d'une part parce qu'elle propose tout simplement, et contrairement quand même à toutes les résistances qu'on a vues depuis plusieurs années, hein, sur lesquelles on pourra revenir, mais elle propose simplement d'intégrer la plupart des travailleurs des plateformes qui ont été reconnus donc, par la Cour de cassation comme salariés, de les intégrer dans le Code du travail, de les assimiler à des salariés, mais pour adapter, parce que c'est vrai qu'il y a des conditions particulières à leur exercice, eh bien, de permettre à la négociation collective d'adapter les dispositions du Code du travail qui s'appliqueraient à eux. Et dans cet ensemble-là, il y aurait la négociation collective, en effet, et la négociation collective, ainsi que, comme le collègue vient de le dire, hein, l'appel possible à des experts qui regardent le contenu des algorithmes et aussi une négociation sur le contenu des algorithmes. Alors ça, je trouve ça vraiment très, très, très intéressant. Mais je souligne simplement que le gouvernement français et le législateur français, enfin la majorité, ont tout fait pour empêcher ce type de solution, puisque eux, ce qui leur plaît apparemment, hein, c'est un recours à des chartes sociales non contraignantes, facultatives, l'idée étant de permettre à ces plateformes, en gros, de faire leur propre législation, quoi. La grosse différence, c'est que la charte sociale, elle se base sur la bonne volonté, en gros, des plateformes de mettre en place des bonnes mesures. Mais dans cette proposition de loi relative aux travailleurs des plateformes numériques, il y a également cette idée de faire en sorte que les plateformes cotisent pour la protection sociale, ce qui est aussi quelque chose d'extrêmement important, puisque finalement, lorsqu'elles emploient des auto-entrepreneurs, elles ne participent pas aux cotisations classiques, elles n'ont pas les mêmes cotisations qu'une entreprise classique, alors même qu'elles prélèvent une partie des recettes en général, c'est un pourcentage qui est assez faible, mais qui est présent là. Et donc, tout ça, ça rentre dans ce qu'on appelle le dumping social, en somme. Tout à fait, et c'est ça qui est très, très, très important, hein, c'est qu'il faut qu'on puisse récupérer ces cotisations sociales. C'est pour ça que, que par exemple, l'URSSAF, enfin les organismes de sécurité sociale sont très attentifs à ce qui se passe évidemment dans ces plateformes. Et maintenant que la Cour de cassation, donc la plus haute juridiction, a dit que les personnes d'Uber, mais aussi les personnes de Take It Easy, c'est une société de livraison qui a été en liquidation judiciaire depuis, mais on peut penser qu'il va y avoir en effet, on peut souhaiter qu'il y ait une intégration dans le salariat de ces personnes, et à ce moment-là, les plateformes devront payer des cotisations sociales, ce qui permettra aussi de donner une bonne protection sociale à ces travailleurs. C'est-à-dire, on les ferait rentrer à la fois dans le droit social classique et aussi dans le droit du travail. Et ça veut dire qu'ils auraient accès, évidemment, à l'indemnisation chômage, etc. Parce que là, vous voyez que quand on les débranche,
Bah, Ce qui s'est passé rien pour eu. beaucoup avec la crise, voilà, ils n'avaient absolument rien. Cette proposition est intéressante aussi Exactement. à un autre titre, c'est que dans le livre que vous avez dirigé, Florian Forestier, vous parlez d'un panier de droits qu'il serait bon de créer, de mettre pour les travailleurs des plateformes. Et finalement, on y retrouve à peu près toutes ces caractéristiques dans votre panier de droits. Alors, il prend plus ou moins appui sur la définition du travail décent de l'OIT. C'est-à-dire, j'ai noté hein, la plupart des caractéristiques, c'est-à-dire qu'on ait un travail productif, convenablement rémunéré, qu'on soit en sécurité sur son lieu de travail, une protection sociale pour le travailleur et sa famille, bon, une perspective d'évolution personnelle et, ce qui est extrêmement important aussi, une égalité de traitement des chances et entre femmes et hommes et une liberté d'expression et revendiquée d'opinion, donc une possibilité de la négociation collective. Est-ce que finalement ce genre de propositions vont dans le sens de votre panier de loi, de droit pardon, dont vous parlez, Florian Forestier? Peut-être même plutôt que panier de droit, il faudrait dire socle. Alors, ce qu'on propose, c'est vraiment quelque chose qui est provisoire, parce que c'était l'idée de mettre en place d'emblée un certain type un ensemble de protections, parce que même les procédures de requalification et les transformations générales des secteurs vont prendre un certain temps. Et donc, quelles que soient ces transformations, il fallait pouvoir réagir immédiatement en assurant les conditions du travail décent et en définissant des droits qui soient vraiment adaptés à ces situations. Donc, les deux premiers, j'en ai déjà parlé, c'était la question du dialogue social et c'est la question de l'accès aux données et aux algorithmes. Les autres, la question de la protection de la sécurité et de la santé. Et là, on voit à quel point actuellement c'est important. D'autant, nous avons coordonné avec les auteurs du livre. Alors, j'en profite pour faire une petite incise, parce que le livre est le fruit d'un travail collectif de deux groupes. D'une part, un think tank qui s'appelle Le Plus Important, qui travaille sur l'accompagnement des transitions numériques, et d'autre part, un groupe qui travaille beaucoup sur le dialogue social, qui s'appelle Sharers and Workers. Et donc, le livre est un livre à quatre mains, qui a un peu une position commune issue du travail de la coalition de ces deux groupes. Donc, pour nous, par rapport à cette idée de socle de droit, c'est vraiment l'idée d'avoir une mesure provisoire qui puisse être mise en place immédiatement. Alors, mais qui soit mise en place dans une optique de transformation plus générale ensuite du modèle social. Et c'est là sans doute où il y aurait une discussion à avoir aussi avec Dominique Méda, de savoir si... on est là pour ça. Mais bon, ça serait sans doute beaucoup plus long, de savoir si cette transformation, elle se fait dans le sens d'une intégration plus générale au salariat avec, du coup, évolution du salariat, redéfinition du salariat, ou si elle se fait en redéfinissant un certain nombre de fondamentaux qui étaient à la base du contrat de travail, c'est-à-dire en redéfinissant les droits à partir des subordinations, c'est-à-dire pas tant en partant du statut de salariat et en l'élargissant, mais en repartant de l'ensemble en définissant quelle contrepartie et quelle protection on met en place à partir de l'objectivation de subordinations diverses. C'est-à-dire, en gros, juste pour résumer et simplifier, le contrat de travail, là, il nous permet une chose, c'est on accepte en tant que salarié de se soumettre à l'autorité de son patron et en échange, on a quelques protections et quelques garanties. Grosso modo, non? Oui, alors le contrat de travail, pour le moment, le contrat de travail, c'est ça, et ça résulte d'un compromis. Au départ, on a donné un sens juridique à une relation de subordination qui sinon aurait été quand même là, vu que le travailleur il est en situation, il est dans une asymétrie de pouvoir par rapport au donneur d'ordre, par rapport à l'employeur. Alors ensuite, toute la question, c'est de savoir quel est le type de contrat, quel est le type de protection qu'il faut donner, et pour ça, savoir quel est le type d'autorité qui s'exerce. Et toute la question, c'est de savoir... Ce que vous nous dites, vous, de manière générale, c'est que l'autorité la plus importante, finalement, c'est celle des algorithmes et non plus celle de la plateforme. Je dirais que les algorithmes, c'est un exemple, mais ce dont les algorithmes sont un exemple, et ce dont aussi tout ce qui fait que les entreprises deviennent de plus en plus des montages juridiques complexes, c'est que l'autorité, elle ne s'exerce plus forcément selon les formes directes. Elle s'exerce sur des formes de dépendance qui peuvent être très indirectes, qui peuvent être des dépendances économiques mais indirectes, qui peuvent être des dépendances algorithmiques. Et toute la question, c'est de savoir si le contrat de travail tel qu'il est actuellement défini peut être élargi ou redéfini de manière à intégrer ces nouvelles formes de subordination, ou s'il faut repartir d'une approche qui définit les droits
en fonction des subordinations. Une forme de contrainte indirecte, juste pour donner un exemple, c'est Booking par exemple, où si on ne veut plus, on est un hôtel, on ne veut plus être sur Booking, Booking va nous laisser sur la page de l'hôtel, sur la page du site, pardon, et mettre toutes les chambres complètes, réduisant ainsi les chances, les probabilités qu'on ait quelqu'un qui appelle pour réserver. Et c'est toute la logique de sous-traitance, c'est ce qu'Alain Supiot appelle le fait qu'on est dans une ère qui est une ère de nouvelle féodalité, d'une certaine façon. Et bien justement, puisqu'on parle de choses qui nous ramènent un peu dans le passé, il y a autre chose dont j'aimerais qu'on parle, c'est du tâcheronnat, puisque on commence à en parler de plus en plus depuis les travaux d'Antonio Casilli, puisqu'il me semble que c'est lui qui a remis le terme sur le devant de la scène, si je ne dis pas de bêtises, il y a quelques années. Et c'est pareil, dans votre bouquin, Dominique Méda, vous en parlez beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce que c'est le tâcheronnat et pourquoi est-ce qu'il y a un parallélisme à faire avec les travailleurs des plateformes? Alors là encore, c'est l'article que je vous citais tout à l'heure de Pauline Barraud de Lagerie et ses collègues qui racontent bien ça. Donc le tâcheron, c'était celui qui allait chercher une commande chez un marchand et qui distribuait le travail aux ouvriers qu'il payait à la pièce. Et évidemment, il essayait de les payer le moins possible. Donc c'est ce qu'on appelait, Marx aussi l'a appelé le sweating system, c'est-à-dire le système où on fait suer les ouvriers. Souvent, on représentait le tâcheron comme une grosse araignée. Et ce système a été considéré comme tellement insupportable qu'il a été interdit. Et donc ici, dans notre système, alors en effet, Antonio Casilli parle de tâcheronisation du travail, c'est très intéressant, c'est-à-dire par exemple pour le micro-travail, on découpe le travail en toutes petites tâches qu'on envoie vers la foule pour que la foule... Voilà, donc ça veut dire qu'on a découpé le travail en toutes petites parcelles, quoi. Donc c'est épouvantable. Et aujourd'hui, c'est la plateforme qui joue le rôle du tâcheron, c'est-à-dire elle va chercher une commande et puis elle va envoyer sur le net des demandes de chercher un renseignement, découper des photos, reconnaître un chat, etc. Donc, de même que ce système a introduit une très forte concurrence entre les travailleurs et surtout un abaissement très, très, très fort des rémunérations, et c'est pour ça qu'il a été interdit. De même, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on pense qu'il faut introduire de nouvelles réglementations et particulièrement une intégration dans le salariat pour venir à bout de ce processus. Et justement, comme j'entendais le collègue parler du code du travail, là, nous, on a en fait, je ne sais pas si ça existe en Suisse, mais en France, dans notre code du travail, on a ce qu'on appelle le livre 7, le 7e livre, qui contient des professions assez différentes, par exemple les VRP, les journalistes, qui sont assimilés au salariat, mais qui ne sont pas réellement, qui ne sont pas de vrais salariés, quoi, mais qui ont de l'autonomie, sont des travailleurs autonomes. Ça veut dire que, contrairement à ce qu'on entend trop souvent, on peut tout à fait être complètement autonome et être salarié. D'ailleurs, je crois qu'il y a aussi toute la situation dont on parle beaucoup des travailleurs sur un chantier qui dépendent d'un donneur d'ordre, qui ne sont pas salariés, mais qui ont des protections qui sont tout à fait appropriées. Je voulais... Allô ? Allez-y. Je ne suis pas sûre, à vérifier, mais je ne suis pas sûre que ces personnes soient dans le livre 7, parce que ce livre 7, finalement, il permet d'accueillir des gens qui n'ont pas l'air comme ça des salariés, qui ont une certaine autonomie, mais qui sont tout simplement considérés comme assimilés aux salariés et donc qui ont tous les droits et devoirs des salariés. Je voudrais faire une remarque sur le micro-travail, parce que là encore, ce qui est intéressant et impressionnant, c'est que la logique, il y a les plateformes de micro-travail pur et dur. Ensuite, il y a énormément de micro-travail derrière l'activité de beaucoup d'autres plateformes. Et puis, la forme du micro-travail, elle contamine le travail bien au-delà du micro-travail et bien au-delà des plateformes elles-mêmes. En réalité, les moyens numériques, parce que la plateformisation, c'est quelque chose qui va très au-delà des entreprises qu'on appelle les plateformes. C'est une transformation générale des systèmes productifs et de l'organisation du travail. Et la logique du micro-travail, elle contamine toutes les formes de travail. Dans l'administration, elle va même contaminer des métiers qui sont considérés comme des métiers à très, très, très experts, à très haute valeur ajoutée. Donc là encore, trouver le moyen de réglementer ces modes de fragmentation du travail qui sont liés aux moyens numériques, c'est quelque chose de très, très important, parce que ça, la tâcheronisation, pas là en termes de travail à la tâche, mais en termes de fragmentation de l'activité, elle contamine même le salariat.
Et elle participe de cette perte de sens dans le travail. D'ailleurs, c'est le même principe que lorsqu'on a découpé l'épingle en 50, en 17 mouvements. Y a plus, on ne sait plus pourquoi on travaille, on n'a plus ce sens du travail en tant que tel. Donc, est-ce que finalement, la solution, ce serait pas de réenchanter le salariat pour en fait permettre de faire entrer tout le monde là-dedans, Dominique Méda? Oui, par exemple, il y a une sociologue, une de mes collègues qui s'appelle Danielle Linhart, qui, elle, aimerait qu'on pense un salariat sans subordination. C'est très intéressant. Alors, ce n'est pas évident à penser parce que la subordination, c'est une notion juridique. Mais on peut penser que cette notion juridique, et donc l'idée, depuis 1936, c'est vous êtes salarié quand il y a quelqu'un qui peut vous donner des ordres, vérifier leur exécution et sanctionner leur manquement. Et donc, c'est tout à fait ce qu'on a remarqué avec… Et c'est pour ça, oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais c'est pour ça que la Cour de cassation a décidé de requalifier ces contrats, qui étaient au départ des contrats commerciaux, en contrats de salariat. C'est parce que finalement, le chauffeur Uber devait obéir à la plateforme. Exactement, c'est-à-dire que la plateforme lui disait en gros quand il devait se brancher et lui disait quel chemin il devait prendre. Bref, elle contraignait considérablement son activité. Donc Danielle Linhart, elle dit un salariat où il y aurait sans doute de la subordination juridique et où on pourrait montrer qu'on appartient à un service organisé, mais où on aurait en effet plus de liberté. Mais ça, c'est tout à fait imaginable. Et c'est ce que disait le collègue tout à l'heure. Peut-être que justement, des expériences de travailleurs autonomes et revendiquants de l'autonomie peuvent nous aider à repenser le salariat. Parce que si cette critique du salariat a si bien marché depuis une vingtaine d'années, c'est aussi parce que de fait, les conditions du salariat se sont considérablement dégradées, et que vous avez des petits chefs, un droit du travail qui est plus respecté, etc. Donc oui, ça pourrait être une occasion de repenser le salariat et de donner une nouvelle autonomie aux salariés. Et est-ce que, puisqu'on arrive dans les dernières minutes de cette émission, est-ce qu'on peut penser que les plateformes coopératives seraient l'endroit où potentiellement ça peut se mettre en place? Donc, c'est l'idée, plateforme coopérative, les plateformes, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. Coopérative, pourquoi? Puisque c'est une entreprise dans laquelle les associés ont chacun une voix. C'est-à-dire, un individu égale une voix. Ce n'est pas au nombre d'actions qu'on détient, ce n'est pas à la part financière de l'entreprise qu'on détient. Et est-ce qu'on pourrait lier ces deux choses, donc donner des plateformes coopératives, et est-ce que ce ne serait pas là le laboratoire dont vous parlez, Florent Forestier? Alors nous, ça fait partie évidemment des options qu'on envisage. Alors, sachant que derrière l'idée des plateformes coopératives, il y a des questions de gouvernance, mais il y a aussi des questions d'évolution du noyau technologique, justement, pour qu'une la plateforme coopérative, elle ne fasse pas la même chose que la plateforme capitaliste, elle est un autre objet social, elle est un autre mode de fonctionnement. Ce que nous pensons, c'est qu'il faut sans doute aller plus loin, c'est-à-dire il ne faut pas en rester à l'idée de plateforme coopérative, il faut d'une part développer au maximum pour les plateformes ce qu'on appelle les modes de gestion en commun, c'est-à-dire à partir du moment où ce qui fait qu'une plateforme peut susciter une plus-value, c'est sa capacité à récolter, traiter, exploiter des données. Donc il faut vraiment développer un statut pour les données qui permettent la gestion en commun des données. Et donc, c'est toutes ces questions du commun et des expériences en commun qui doivent se développer. Et ce qui ça veut dire aussi, c'est appuyer, c'est une proposition d'Antonio Casilli d'ailleurs, faire en sorte de rapprocher les plateformes coopératives d'autres types d'initiatives. Nous pensons qu'il faut vraiment développer ce qu'on appelle des partenariats de type public commun, c'est-à-dire appuyer des expériences coopératives, des expériences de plateformes en commun sur les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics eux-mêmes peuvent aussi développer des expérimentations sous forme de plateforme. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une affaire de coopérative, c'est une affaire de réappropriation d'un mode d'organisation et d'un mode de création de la valeur. Et il y a différentes façons de se le réapproprier. Il y a des modes coopératifs, il y a des modes publics, semi-publics, communs. En fait, nous pensons qu'il faut qu'il y ait plus de diversité dans l'écosystème des plateformes en général, qu'il faut réfléchir au mode d'appropriation. Je voudrais juste dire une dernière chose à ce sujet. Cette diversité, il faut aussi la penser au niveau des plateformes capitalistes, parce qu'on a beaucoup parlé, on parle de ces plateformes-là comme si elles étaient toutes les mêmes et qu'elles avaient un seul modèle. En réalité, il y a énormément de diversité. Selon chaque secteur, il y a différentes formes de création de valeur et ces plateformes capitalistes, elles ont aussi différentes manières de fonctionner. Et
il faut vraiment faire en sorte que, du point de vue de ces entreprises aussi, ça soit des modèles qui créent de nouveaux services, qui se différencient positivement, qui soient promus. Il n'y a pas simplement une affaire de réglementation négative, il faut faire en sorte que d'un point de vue économique, les modèles de dumping soient éliminés et que se développent des modèles qui soient des modèles de différenciation. Et ça, le dumping, hein, c'est cette idée de baisser les coûts de production et donc généralement de baisser les salaires de la main-d'œuvre lorsqu'on parle de ça. To jump en anglais, ça veut dire déblayer, hein, juste pour donner l'idée d'origine du mot. C'est assez clair en fait. Les plateformes, c'est un outil. Il faut vraiment qu'on puisse se l'approprier de façon très diverse et qu'il y ait de la diversité, qu'il n'y ait pas qu'une seule logique qui soit la logique de compression des coûts et de maximisation du profit qui l'emporte. Et même dans le monde économique. Et je me permets de revenir presque au point de départ. En fait, les plateformes, elles se sont affranchies de la réglementation sectorielle, alors que la plupart du temps, ce ne sont pas des innovations si importantes que ça. La réglementation du transport de personnes, elle existait avant les voitures. Il y avait des chevaux, ensuite il y a eu des fiacres électriques, il y a eu les centrales téléphoniques des taxis. Donc pourquoi ça a pu se mettre en place? Parce qu'ils sont passés par le numérique. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un secteur qui existe depuis très très longtemps, oui, qui a évolué au fur et à mesure qu'il y a eu des évolutions. Donc ce qu'il faut vraiment penser, c'est à la fois la réintégration des nouvelles techniques dans la réglementation et l'évolution de cette réglementation de manière à intégrer ces nouvelles techniques. Ce qu'il faut, c'est que chacun obéisse aux mêmes règles, qu'on ne puisse pas tricher. Mais il y a vraiment cette idée d'intégrer ça au secteur et de faire évoluer le secteur. Tout en faisant attention, parce qu'on a eu plein d'essais qui ont été mis en place, avec notamment les essais d'économie sociale et solidaire. Donc, il faut veiller à ce que ces décisions, ces bonnes volontés soient respectées. Dominique Méda? Oui, je voulais répondre à votre question. Pourquoi ça a marché? Ça a marché parce que, par exemple, Uber a déclaré qu'il était simplement une plateforme technologique de mise en relation et pas du tout une entreprise de transport. Et du coup, il n'avait plus à respecter les législations nationales sur les transports, ce qui était absolument énorme, quoi. Et il a fallu attendre 2017 pour que Uber aille devant la Cour de justice de l'Union européenne et que la Cour de justice lui dise si vous n'êtes pas juste une plateforme technologique de mise en relation, vous êtes bien une entreprise de transport. Et là, ça a tout changé. Je suis entièrement d'accord sur l'idée de plateforme coopérative. Simplement, le problème, c'est que c'est le combat de David et Goliath. Hein, parce que d'un côté, on a des sociétés qui ont des moyens énormes et qui font de la pub, du réseau et qui écrasent tout, qui prennent le marché. Puis de l'autre côté, moi, j'ai un doctorant qui fait sa thèse là-dessus, Guillaume Compin, sur les plateformes coopératives. C'est tout petit, ils ont un mal fou, ils sont pleins de bonne volonté, mais donc je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut absolument que ça soit soutenu par les pouvoirs publics. Par exemple, les mairies, la mairie de Barcelone, à un moment, avait soutenu tout ça. Et d'ailleurs, on parle de grandes plateformes. Je voudrais juste donner, parce que c'est un des chapitres dans le livre que vous avez dirigé aussi, Dominique Méda, sur La Ruche qui dit oui, qui est typiquement une plateforme qui se donne une bonne image éthique, on rapproche les producteurs et les consommateurs, alors qu'en fait, c'est un fonctionnement absolument classique du capitalisme, mais avec énormément de pression et d'objectifs à atteindre. Donc, les plateformes coopératives ont là d'autant plus de mal à survivre ou à vivre que sur leur secteur sont présentes des plateformes capitalistes puissantes qui se prennent l'image d'entreprises de proximité. Et qui sont souvent obligés, pour tenir, de faire comme les autres, en fait. Pardon. Ouais. J'aimerais juste savoir s'il y a des questions dans la salle, puisqu'on arrive à 19h50, il faut qu'on termine cet apéro. Olivier, est-ce que tu as relevé ou pas des questions Il y en a beaucoup. Donc, ça va être compliqué d'en prendre une. Peut-être je peux vous laisser la conclusion parce qu'en l'occurrence, il y a beaucoup de questions. Il y a un témoignage sur un chauffeur Uber aux USA, un article qu'on vous conseille. Alain nous dit la coopération, SCOP, cycle, fruitière, etc. Les castors pour l'habitat, la COP, on revisite le passé, en quelque sorte. Comment analyser la faiblesse de ces modèles? Le financement, le fait qu'ils n'ont pas assez de financement par rapport aux grosses sociétés, qui n'arrivent pas à faire de la publicité comme les autres. Donc, il y a un vrai problème financier. Si je peux faire bien sûr. Une question de moyens techniques. Parce que ce qui rend les plateformes capitalistes puissantes, c'est l'effet de réseau
liées à la captation de beaucoup de données. C'est pour ça qu'il sera très important aussi d'un point de vue technique de promouvoir des modèles qu'on appelle des modèles interopérables, avec de nouveaux standards du web qui permettent justement de partager l'effet de réseau, parce que c'est comme ça que... interopérable, ce qui signifie qu'on peut chacun agir, enfin que les modèles peuvent agir les uns avec les autres. Ce qui fait que la captation des données sera plus possible et ce qui fait qu'il sera possible d'agréger des petites initiatives. Il existe déjà des entreprises qui s'occupent de ça, Starting Box par exemple. Ça sera vraiment très, très important parce que ça disrupte presque à la base le modèle des grandes plateformes. Moi, si je peux me permettre, simplement pour résumer le message de notre côté, d'une part, il y a réintégration des plateformes au secteur, à la réglementation sectorielle, quitte à faire évoluer cette réglementation aussi. Et ensuite, c'est le test pour les plateformes. Soit elles se différencient, elles peuvent exister en respectant la réglementation du secteur, soit pas. Deuxième point, c'est les modèles coopératifs appuyés sur les pouvoirs publics, donc développer vraiment les initiatives en commun. Et derrière tout ça, il y a vraiment la réflexion, faire évoluer le droit du travail en tenant compte de la façon dont les plateformes et les outils techniques en font varier les fondamentaux. Eh bien, je vous remercie, Dominique Méda. Un dernier mot avant qu'on... Je vais répéter ce que j'ai dit. Il me semble que vraiment, il faut réintégrer ces travailleurs dans la maison code du travail. Et du coup, évidemment, ça renchérira le coût du travail pour les plateformes. Et on verra celles qui ont vraiment envie de rester et celles qui ne le souhaitent pas. Je vous remercie à tous les deux. Dominique Méda, je rappelle que vous avez publié au PUF, alors il me semble que c'était en septembre 2019, avec Sarah Abdelnour et d'autres, puisque c'est un ouvrage collectif, Les nouveaux travailleurs des applis, et Florian Forestier, Désubériser, reprendre le contrôle aux éditions du Faubourg. Merci à tous les deux. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on donne la parole à Sophie Kaya, qui est la directrice de cette collection. Je ne sais pas si elle nous regarde ici. Voilà. Je suis là. Ouais. Bonjour. Pour nous présenter rapidement cette collection, puisqu'elle est un peu en lien avec ce qu'on veut faire pendant le confinement dans l'apéro éco, c'est-à-dire que vous proposez des ouvrages assez courts avec des propositions concrètes. C'est exactement ça. Alors, je ne suis pas la directrice de la collection. Le directeur de collection, c'est Pierre-Louis Collin, qui était là pendant la réunion, mais qui est resté muet. Je suis la directrice de la maison. Donc, c'est une toute jeune maison, les éditions du Faubourg, qui sont nées en janvier dernier. Et donc, le premier ouvrage de cette collection, qui s'appelle Les nouveaux possibles, a été imprimé. Il attend juste la réouverture des librairies pour arriver. Et voilà, donc cette collection, c'est des essais courts en 128 pages qui visent à proposer des nouvelles manières de voir certains problèmes et d'améliorer le monde. Donc en fait, c'est des ouvrages en 3 parties, exposition du problème, exposition de la solution et mise en œuvre opérationnelle sur des questions concrètes, simples, des ouvrages grand public susceptibles d'améliorer vraiment notre vie à tous dans des domaines nombreux. Et voilà, malheureusement, le deuxième ouvrage était consacré au tourisme, donc il a dû être reporté en raison de l'actualité, de la conjoncture. Mais voilà, on espère faire 2 à 3 ouvrages par an dans cette collection. Et Désubériser sera donc bientôt en librairie. Eh ben, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est le succès, puisque bon, les bouquins, quand même, c'est assez dur en ce moment. Donc, bon courage à vous en espérant que ça... sur notre site en attendant l'ouverture des librairies. Olivier, je vous laisse conclure avec Vanessa. Merci beaucoup. Je lance le générique et on se dit au revoir juste après pour pouvoir rendre l'antenne. Merci en tout cas beaucoup à nos invités. Bravo Streetfluentes. À la semaine prochaine. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.